On ressent et on reçoit un petit peu la majesté du site. Et puis c'est vrai que la vision pose des questions, donc ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Et c'est vrai qu'on a une littérature, je dirais, qui donne des explications, qui n'est pas forcément complète, parce que malheureusement il y a des zones d'ombre. Mais quelques repères nous permettent de connaître, je dirais, l'évolution du site. Ces zones d'ombre, ça fait partie de la magie, ça donne un petit peu ce côté mystérieux. Et puis voilà, on est devant une question, on ne peut pas aller plus loin. Donc ça laisse, je dirais, le rêve, le mythe s'installer. Un mythe qui de nos jours perdure et se transmet de génération en génération afin que personne n'oublie que Quéribus fut le dernier bastion du catharisme. Il est l'endroit où, je dirais, les désespérés du catharisme se sont réfugiés et ont réussi à survivre pendant quelques années, ensuite, malgré la pression des troupes royales, du roi de France, des troupes de Saint-Louis, et parce qu'on sait que Benoît de Termes, par exemple, qui était un prédicateur cathare célèbre, y est décédé. Donc on a une attestation, je dirais, de la présence de cathares. Par contre, on n'a pas le détail, on n'a pas le point final de la sortie du château. On sait exactement quand le château s'est rendu, comment il s'est rendu, mais on n'a aucune trace de bûcher, on n'a aucune trace d'inquisition par des registres de l'Église ou vraiment des traces fiables et qu'on puisse vérifier. Donc il y a comme une évaporation, je dirais, des bons hommes et des parfaits cathares qui étaient à l'intérieur du château. Donc ceci fait que ça rajoute encore une part de mystère, ça permet encore de laisser courir l'imaginaire une fois de plus. Quéribus. Fief de multiples épisodes mouvementés par les tentatives d'assiègement, il affiche ses stigmates des conflits traversés avec orgueil. La terrible croisade albigeoise au XIIIe siècle n'a eu raison de lui, et plus étonnant encore, le temps lui a permis de préserver l'une de ses plus grandes fiertés de l'instant, la majestueuse voûte de la salle du pilier. Les dimensions gigantesques de ces courbes parfaites nous donnent le sentiment de tenir une place insignifiante en ces lieux. Pilier gothique de style primitif qui retombe sur 4 croisées d'ogives avec des supports d'arches en cul de lampe qui est vraiment, je dirais, les prémices de cette école d'architecture qui ensuite va faire des émules et puis va un peu se répandre un petit peu partout. Ça a un effet esthétique, hein, ça interpelle et en même temps ça a un effet avec des propriétés tout à fait mécaniques, ça a un effet important sur la solidité de l'ensemble du site. En tant que maçon, hein, je peux vous dire, on se pose des tas de questions. Comment on a pu faire venir tous ces matériaux, ces charges phénoménales, c'est comme me disait le monsieur, puis avoir eu l'esprit de renforcer pour les attaques différentes, les invasions, vraiment on est stupéfait, quoi, hein, on est vraiment stupéfait. C'est vrai que c'est assez intéressant au point de vue architectural, c'est quand même assez préservé et c'est très intéressant. Et à l'origine, ça devait être encore plus impressionnant, mais là c'est vraiment magnifique de voir un monument comme celui-ci. Je conseille tous les Français, parce que nous on vient du nord de la France, du département 02, c'est notre premier voyage en Languedoc-Roussillon. On est ravis de pouvoir découvrir cet arrière-pays, cette zone d'histoire qui a été entre autres par les Cathares, cette histoire de frontières. Vraiment c'est envoûtant, on est envoûté pour la bonne raison que on entend parler, mais lorsqu'on y vient, on est pris, quoi. On est pris par quelque chose. Et comme disait le monsieur qui m'a très bien passé le message, on a envie de savoir davantage encore. C'est vrai, c'est formidable. Hein. Parce qu'en son cœur, on se sent tout petit, une question traverse l'esprit. Ces fondations résisteront-elles encore longtemps au poids des siècles traversés ? Le château n'est théoriquement pas prêt de s'effondrer. Il y a eu bien sûr des campagnes de restauration. Je dirais plus spécialement de consolidation du site et puis voire même dans le futur, il y a un projet d'éclairage qui permettra de donner sur certaines périodes nocturnes une autre envie, une autre idée, une autre vision du château. Quéribus sait qu'il n'a rien à craindre des visiteurs du XXIe siècle qui foulent son sol. Sa seule préoccupation à présent
réunir ses dernières forces pour son ultime combat, celui de triompher de l'éternité. Nous sommes toujours à Rennes-le-Château dans ce territoire et nous ouvrons notre rubrique insolite. Je suis en compagnie d'un pianiste pas comme les autres, David Bellé. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à Rennes-le-Château et vous jouez en fait pour guérir les personnes qui viennent vous voir en quelque sorte. Vous guérissez le stress, vous allez nous expliquer un petit peu votre méthode et pourquoi vous êtes arrivé ici à Rennes-le-Château. J'ai venu, comme tu dis, il y a 16 ans, parce que ça m'intéresse beaucoup le petit village. Pas trop l'histoire de Saunier, mais qu'est-ce qu'il y a autour. L'énergie qui s'en dégage, toutes ces choses. Exact. En Angleterre, on a Glastonbury, et ici en France, il y a Rennes-le-Château. Et moi, je viens d'une famille de guérisseurs en Angleterre. Et en Angleterre, il y a une association de guérisseurs avec 6000 membres. Et mon père était président. Et depuis que j'étais jeune, j'ai joué le piano. Et j'étais à l'université à Londres. Mon métier, c'est pour faire les grands concerts. Mais en même temps, dans mes mains, il y a quelque chose d'inexplicable. Un don transmis, en fait. Dans mon spécialité, c'est pour prendre un sujet ou une personne comme toi et qui reste à côté de moi. Et je joue dans le sens de les gens qui font l'écriture automatique. Souvent, les gens me demandent, David, est-ce que tu es inspiré, tu improvises, tu composes? Mais c'est rien à faire avec ça, parce que c'est pas avec mon tête. C'est autre chose, voilà, c'est pas la pensée, c'est en fait quelque chose que tu ressens et que tu ressens. Exact, c'est comme je te donne mes mains, et c'est toi qui joues avec ton cœur, mais je garde mes mains, c'est moi qui joue. Et la musique, c'est toi en musique en fait. Ça, c'est la chose que je fais ici à Rennes-le-Château. Alors là, nous, on peut le faire, tous les deux? Avec plaisir. On fait comment? Alors, je prends les mains et toujours, je demande à la personne le nom. Moi, c'est Marlène. Marlène. Alors, Marlène, c'est pour toi. On va jouer, toi, là, le cœur, l'âme, pas là. OK? C'est ton petit cadeau, toi, à toi. D'accord.
C'est la fin de ce territoire. Nous arrivons donc au terme de notre visite de Rennes-le-Château. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas pu vous révéler tous les secrets de Rennes-le-Château, mais c'est à vous de venir ici visiter ces terres de la Bessonnière et voir par vous-même si réellement un trésor est enfoui dans ces terres ou bien si c'est seulement une légende. À vous de vous faire votre propre idée. C'est la fin de ce territoire. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission et une nouvelle thématique. Merci à tous ceux qui ont participé à ce territoire et notamment à Frédéric Stiller qui a signé les images. Merci à lui, merci à vous et à la semaine prochaine. Ciao. C'est pas beau ça ? Dernier rebondissement et révélation dans les mystères de Rennes-le-Château, le trésor serait en passe d'être découvert dans une paroi rocheuse tout près d'ici. C'est ce que révèle un chercheur qui a travaillé 40 années durant sur les mystères de Rennes-le-Château. Il a même donné les coordonnées. Alors justement, je me trouve sur le site, je vais creuser un peu et on va voir ce qu'on trouve. Ah, la terre est dure, hein, c'est sec. Hein. Bon, en tout cas, si je trouve un truc, c'est sûr que je partage, Fred. Hein. On fait 80, 20% pour toi, 80 pour moi, ça marche? Bon, d'accord, Fred, on partage, mais moitié-moitié. 80 pour moi, 20 pour toi? Ça roule?